Rouen, 1988. Une nuit de novembre glaciale. Clara Pierre se réveille à 6 heures du matin, comme chaque jour. Elle traverse le couloir de son appartement, pousse la porte de la chambre de son fils Julien, 8 mois. Le berceau est vide, les draps sont froids, la fenêtre scellée par du ruban adhésif contre les courants d'air, la porte verrouillée de l'intérieur. Aucune trace d'effraction, aucun bruit pendant la nuit, aucun cri. Julien a disparu d'une pièce fermée à clé. Les enquêteurs vont fouiller chaque centimètre carré de l'appartement. Ils ne trouveront rien. Pas de corps, pas de demande de rançon, pas d'explication. Et pendant 30 ans, tout le monde va pointer du doigt la même personne, Clara la mère. On la soupçonnera, on la jugera, on la détruira. Jusqu'à ce jour de 2018, où sa fille découvre une photographie, une simple photo de famille prise la veille du drame. Et lorsqu'elle applique un filtre moderne pour éclaircir les zones sombres, elle aperçoit quelque chose sous le berceau. Quelque chose qui va glacer le sang de quiconque la regarde. Une main, un visage, et un détail qui va tout changer. Un anneau. Avant de continuer, dites-nous en commentaire de quelle ville et de quelle heure vous nous écoutez en ce moment. Ça nous aide énormément à comprendre qui vous êtes. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous. On vise les 5000 abonnés et chaque nouveau soutien nous rapproche du but. Merci infiniment. En France, on recense chaque année des dizaines de disparitions inexpliquées. Mais celle de Julien Pierre reste encore aujourd'hui l'une des plus troublantes de l'histoire judiciaire normande, parce qu'elle cumule tous les ingrédients du crime impossible. Une pièce close, un nourrisson volatilisé, aucune trace matérielle, et surtout une absence totale de mobile. L'affaire éclate en novembre 1988, en pleine vague de froid. La famille Pierre habite un immeuble modeste du centre de Rouen, rue Jeanne d'Arc. Le père, Jean-Marc, est mécanicien. La mère, Clara, travaille à mi-temps dans une crèche municipale. Ils ont 2 enfants, Julien, 8 mois, et sa grande sœur Léa, 4 ans. Une famille ordinaire, discrète, sans histoire. La nuit du 14 au 15 novembre, tout bascule. Le lendemain matin, lorsque Clara pousse la porte de la chambre de son fils, elle réalise immédiatement que quelque chose ne va pas. Le silence est trop profond, le berceau est vide. Et commence alors un cauchemar qui ne s'arrêtera jamais. Un cauchemar fait de soupçons, de rumeurs et d'une solitude insoutenable. Pendant 3 décennies, Clara va vivre avec cette question. Où est passé Julien? Et surtout, pourquoi personne ne la croit lorsqu'elle affirme avoir senti une présence cette nuit-là? Ce n'est qu'en 2018, après la mort de Jean-Marc, que la vérité commence enfin à émerger, grâce à une photographie, une simple image floue, et un détail invisible à l'œil nu, caché dans l'ombre depuis 30 ans. Le 14 novembre 1988 est une journée comme les autres pour la famille Pierre. Jean-Marc rentre du garage vers 18 h. Clara prépare le dîner pendant que Léa joue dans le salon. Julien, lui, dort paisiblement dans son berceau. C'est un bébé calme qui fait ses nuits depuis plusieurs semaines déjà. Ce soir-là, il n'y a rien d'inhabituel, aucun signe avant-coureur, aucun pressentiment. La routine familiale se déroule normalement. Vers 19h30, Clara donne le bain à Julien. Elle le nourrit, le berce, puis le couche dans sa chambre. Comme chaque soir, elle vérifie que la fenêtre est bien fermée. Avec le froid qui s'installe, elle a même renforcé les joints avec du ruban adhésif pour éviter les courants d'air. La porte de la chambre se ferme de l'intérieur avec un verrou simple mais suffisant. Clara le tire machinalement. C'est devenu un réflexe depuis que Léa a commencé à se lever la nuit. Jean-Marc, lui, profite de cette soirée calme pour développer quelques photos dans le petit laboratoire qu'il s'est aménagé dans la salle de bain. La photographie est sa passion. Il possède un vieil appareil Minolta, acheté d'occasion quelques années plus tôt. Ce soir-là, il développe les clichés pris durant le week-end précédent. Parmi eux, une photo de Julien endormi dans son berceau, prise quelques heures plus tôt. Une image banale, floue, mal cadrée. Jean-Marc la trouve ratée et la range dans une boîte avec les autres négatifs. Vers 22 h, tout le monde va se coucher. Clara et Jean-Marc dorment dans la chambre principale, à côté de celle de Julien. Léa dort de l'autre côté du couloir. L'appartement est petit, moins de 60 mètres carrés. Les murs sont fins. On entend tout. C'est d'ailleurs ce qui rendra la suite encore plus incompréhensible, parce que cette nuit-là, personne n'entend rien. Pas un cri, pas un bruit de porte, pas un grincement de fenêtre. Rien. Pourtant, Clara se réveille une fois durant la nuit, vers 3 h du matin.
Elle ne sait pas pourquoi. Peut-être un instinct maternel, peut-être un bruit imperceptible. Elle reste allongée quelques secondes, l'oreille tendue. Tout semble calme. Mais elle ressent quelque chose d'étrange. Une présence. Une tension dans l'air. Elle se lève, traverse le couloir, essaie d'ouvrir la porte de la chambre de Julien. Le verrou est toujours tiré. Elle colle son oreille contre le bois. Silence. Elle se dit que tout va bien et retourne se coucher. À 6 heures du matin, Clara se lève pour préparer le petit déjeuner. Jean-Marc doit partir tôt au garage. Elle va d'abord réveiller Léa, puis se dirige vers la chambre de Julien. Elle pousse la porte, et son cœur s'arrête. Le berceau est vide. Les draps sont tirés sur le côté comme si quelqu'un avait soulevé l'enfant avec précaution. Mais il n'y a personne. La fenêtre est toujours scellée. La porte était verrouillée. Clara hurle. Jean-Marc accourt immédiatement. Ensemble, ils fouillent l'appartement de fond en comble. Ils regardent sous les lits, dans les placards, derrière les meubles. Ils appellent Julien, encore et encore, comme si le bébé pouvait répondre. Mais il n'y a personne. Léa, réveillée par les cris, se met à pleurer. La panique s'installe. Jean-Marc appelle la police à 6h23. Les premiers agents arrivent 15 minutes plus tard. Ils ne comprennent pas. Comment un bébé peut-il disparaître d'une pièce fermée de l'intérieur? Les enquêteurs inspectent minutieusement la chambre. Ils prennent des photos, relèvent des empreintes, examinent la fenêtre au millimètre près. Le ruban adhésif est intact. Aucune trace d'effraction. Le verrou de la porte fonctionne parfaitement. Il n'y a qu'une seule clé, et elle est restée sur la commode du salon toute la nuit. Les parents n'ont rien entendu. Les voisins non plus. Personne n'a vu quoi que ce soit d'inhabituel. C'est le crime parfait. Sauf qu'il n'y a pas de corps. Les premières heures de l'enquête sont chaotiques. La police ratisse le quartier, interroge les voisins, vérifie les images des caméras de surveillance du centre-ville. Mais Rouen, en 1988, n'est pas encore équipé comme aujourd'hui. Les caméras sont rares, et celles qui existent ne couvrent pas la rue Jeanne d'Arc. Les enquêteurs lancent un appel à témoins dans la presse locale. Des dizaines de personnes se manifestent. Certaines disent avoir vu un homme rôder dans le quartier. D'autres parlent d'une voiture suspecte. Mais aucune piste ne mène nulle part. Très vite, les soupçons se tournent vers les parents. C'est toujours comme ça dans ce genre d'affaires. Statistiquement, les proches sont les premiers suspects. Clara et Jean-Marc sont convoqués au commissariat pour des interrogatoires séparés. On leur pose les mêmes questions, encore et encore. Où étiez-vous cette nuit? Avez-vous entendu quelque chose? Pourquoi la porte était-elle verrouillée? Qui d'autre avait accès à l'appartement? Les réponses ne varient jamais. Ils n'ont rien vu. Rien entendu. Ils dormaient. Clara, surtout, est mise sous pression. Les enquêteurs la trouvent trop calme, trop maîtrisée. Elle ne pleure pas assez à leur goût. Ils interprètent son sang-froid comme un aveu de culpabilité. Ils lui suggèrent qu'elle a peut-être fait du mal à son fils sans s'en rendre compte. Une dépression post-partum, un geste malheureux, un accident qu'elle aurait dissimulé. Clara nie en bloc. Elle répète qu'elle aime son fils, qu'elle n'a rien à voir avec sa disparition. Mais plus elle proteste, moins on la croit. Jean-Marc, lui, passe entre les mailles du filet. Il est discret, coopératif et surtout, il a un alibi en béton. Il dormait à côté de sa femme toute la nuit. Mais les enquêteurs insistent pour fouiller son laboratoire photo. Ils saisissent tous ses négatifs, toutes ses épreuves, tous ses carnets. Ils cherchent des indices, des photos compromettantes, n'importe quoi qui pourrait expliquer la disparition. Ils ne trouvent rien. Juste des clichés banals de la vie quotidienne. Des photos de famille, des paysages, rien de suspect. Au bout d'une semaine, l'enquête piétine. Aucun corps n'a été retrouvé. Aucune demande de rançon n'a été formulée. Aucun témoin crédible ne s'est manifesté. Les médias commencent à s'emparer de l'affaire. Les journaux locaux titrent « Le mystère du bébé disparu ». La télévision régionale diffuse un reportage. Clara et Jean-Marc apparaissent à l'écran, suppliant quiconque aurait des informations de se manifester. Mais derrière les caméras, les rumeurs enflent. On commence à murmurer que Clara a tué son fils. Les semaines passent, puis les mois. L'affaire devient un cold case. Les enquêteurs n'ont plus aucune piste à exploiter. Le dossier est progressivement mis de côté. Clara et Jean-Marc essaient de reprendre une vie normale. Mais c'est impossible. Leur couple se fissure, leur entourage les fuit, les regards changent, les chuchotements les suivent partout. Clara perd son emploi à la crèche. Jean-Marc est mis à l'écart au garage. Léa, elle,
grandit dans l'ombre de son frère disparu. Clara refuse de toucher à la chambre de Julien. Elle la laisse intacte comme un sanctuaire. Le berceau reste à sa place, les jouets aussi, les vêtements pliés dans l'armoire. Chaque soir, elle entre dans cette pièce et parle à son fils absent. Elle lui raconte sa journée. Elle lui dit qu'elle ne l'a pas oublié, qu'elle ne l'oubliera jamais. Jean-Marc, lui, ne supporte plus cette obsession. Il supplie Clara de tourner la page, mais elle refuse. Pour elle, Julien n'est pas mort. Il est quelque part, et un jour il reviendra. Les années 90 s'écoulent lentement. L'affaire Julien Pierre n'intéresse plus personne. Les journaux n'en parlent plus. La police a classé le dossier. Seule Clara continue de se battre. Elle écrit aux autorités. Elle contacte des associations de parents d'enfants disparus. Elle consulte des médiums, des voyants, des détectives privés. Tous lui promettent des réponses. Aucun ne tient ses promesses. Clara dépense toutes ses économies dans cette quête désespérée. Jean-Marc, épuisé, finit par s'éloigner émotionnellement. En 2005, Jean-Marc est diagnostiqué d'un cancer du poumon. La maladie progresse rapidement. Il meurt en 2018 à l'âge de 68 ans. Clara et Léa, désormais adultes et mères de famille, se retrouvent seules pour trier ses affaires. C'est un moment douloureux. Jean-Marc n'a jamais vraiment surmonté la disparition de son fils. Il est mort avec cette plaie ouverte. Léa décide de numériser les archives photographiques de son père pour créer un album souvenir. Elle retrouve des dizaines de négatifs, entassés dans des boîtes poussiéreuses. Léa passe des semaines à scanner les vieux négatifs de son père. C'est un travail fastidieux, mais elle s'y consacre avec une sorte de ferveur. Chaque image est un fragment de mémoire, chaque visage, un fantôme du passé. Elle découvre des photos qu'elle n'avait jamais vues, des images de son enfance, des moments oubliés. Et puis, un soir de mars, elle tombe sur un négatif particulier. Une photo prise le 14 novembre 1988, la veille de la disparition de Julien. Sur l'image, on voit le berceau de Julien. Le bébé dort paisiblement, une main posée sur sa joue. La photo est floue, mal éclairée. On distingue à peine les contours du visage de l'enfant. Léa se souvient que son père trouvait cette photo ratée. Il ne l'avait jamais développée correctement. Elle décide de l'améliorer avec un logiciel moderne. Elle augmente la luminosité, ajuste le contraste, réduit le bruit numérique. L'image devient progressivement plus nette. Et c'est là qu'elle aperçoit quelque chose. Dans le coin inférieur droit de la photo, sous le berceau, il y a une zone très sombre. Léa zoome. Elle applique un filtre d'exposition pour éclaircir les ombres. Et soudain, elle le voit. Un détail imperceptible à l'œil nu. Une forme. Une main humaine, pâle, sortant de l'obscurité. Les doigts sont légèrement recroquevillés, comme s'ils se cramponnaient au sol, et sur l'un des doigts, on distingue un anneau large, gravé d'un motif. Léa reste figée devant son écran. Elle agrandit encore l'image. La main devient plus nette. On distingue maintenant d'autres détails, une partie d'un poignet, un bout de tissu sombre, et surtout, plus loin dans l'ombre, la forme vague d'un visage. Un visage tourné vers le berceau. Les traits sont flous, presque fantomatiques, mais on devine les orbites des yeux, le contour d'une mâchoire, une bouche entr'ouverte. Quelqu'un était caché sous le berceau de Julien. Quelqu'un observait, quelqu'un attendait. Léa sent un frisson glacial remonter le long de sa colonne vertébrale. Elle appelle immédiatement sa mère. Clara arrive 1 heure plus tard. Lorsqu'elle voit la photo, elle se met à trembler. Elle reconnaît la scène. C'est la chambre de Julien, la veille de sa disparition. Jean-Marc avait pris cette photo vers 18 heures, juste avant le dîner. Et sous le berceau, il y avait déjà quelqu'un. Quelqu'un qui s'était introduit dans l'appartement avant la nuit. Quelqu'un qui avait attendu des heures, immobile dans le noir. Clara pleure pour la première fois depuis des années. Ce n'est pas un soulagement. C'est une horreur renouvelée. Pendant 30 ans, tout le monde l'a accusée. On lui a dit qu'elle avait tué son fils. On l'a traitée de monstre. Et maintenant, la preuve est là. La preuve qu'elle disait la vérité. La preuve qu'il y avait bien quelqu'un dans la maison cette nuit-là. Une présence qu'elle avait sentie à 3 heures du matin. Une présence qui avait pris son fils. Clara ne sait pas si elle doit se sentir vengée ou détruite. Léa contacte immédiatement la police. Elle envoie la photo par mail au commissariat de Rouen. Mais la réaction initiale est froide. L'affaire est classée depuis des décennies.
Les enquêteurs qui s'en sont occupés sont pour la plupart à la retraite ou décédés. Personne ne veut rouvrir un dossier aussi ancien. Léa insiste. Elle menace d'aller voir les médias. Finalement, un jeune lieutenant accepte de recevoir Clara et Léa pour examiner la photo. Il s'appelle Thomas Mercier. Il n'était même pas né en 1988. Thomas Mercier étudie l'image avec attention. Il agrandit les zones d'ombre, analyse les pixels, consulte des experts en photographie numérique. Tous confirment que l'image n'a pas été manipulée. Le négatif original est authentique. La main, le visage, l'anneau, tout est bien réel. Thomas Mercier commence à prendre l'affaire au sérieux. Il demande l'autorisation à sa hiérarchie de rouvrir officiellement le dossier Julien Pierre. Après plusieurs semaines de tergiversation, l'autorisation est accordée. L'enquête reprend en juin 2018. La première étape consiste à retrouver tous les éléments du dossier original. Les archives sont entreposées dans les sous-sols du commissariat, dans des cartons moisis. Thomas et son équipe passent des jours à tout éplucher. Les procès-verbaux d'interrogatoire, les photos de la scène, les témoignages, les rapports d'expertise. Tout est là, intact, mais oublié. Thomas découvre que plusieurs pistes n'avaient jamais été explorées correctement. L'enquête de 1988 s'était focalisée trop rapidement sur les parents. Thomas décide de se concentrer sur l'anneau visible sur la photo. C'est le seul élément identifiable. L'anneau semble être un modèle ancien, probablement en argent ou en étain. On distingue un motif gravé, peut-être des initiales ou un blason. Thomas fait appel à un expert en bijouterie ancienne. L'expert examine la photo et émet une hypothèse. Il pourrait s'agir d'un anneau de type chevalière, courant dans les années 50 et 60. Ce type de bijou était souvent offert lors de cérémonies familiales ou professionnelles. Thomas lance une recherche dans les archives locales. Il consulte les registres de bijouterie de Rouen et des environs. Il interroge des antiquaires, des collectionneurs. L'objectif est de retrouver la trace de cet anneau. C'est un travail de fourmi. Des centaines de modèles similaires ont été vendus au fil des décennies. Mais Thomas ne baisse pas les bras. Il sait que cet anneau est la clé de l'énigme. Quelqu'un, quelque part, reconnaîtra ce bijou. Il suffit de trouver cette personne. Parallèlement, Thomas reprend les témoignages de 1988. Plusieurs voisins avaient mentionné la présence d'un homme étrange dans le quartier les jours précédant la disparition. Un homme d'une quarantaine d'années, discret, qui semblait observer les immeubles. À l'époque, personne n'avait réussi à l'identifier. Les descriptions étaient trop vagues. Mais aujourd'hui, avec la photo, Thomas a un nouvel angle d'approche. Il demande à un dessinateur de la police de créer un portrait robot basé sur le visage partiellement visible sous le berceau. Le portrait robot est publié dans la presse locale en juillet 2018. Les médias s'emparent de nouveau de l'affaire. Cette fois, l'angle est différent. Ce n'est plus la mère suspecte, mais le mystère enfin résolu. Clara accepte de témoigner à la télévision. Elle raconte son calvaire, les 30 années de soupçons, l'isolement, la douleur. Elle montre la photo agrandie. Elle supplie quiconque reconnaîtrait cet homme ou cet anneau de se manifester. Les appels affluent. Des centaines de personnes contactent la police. Parmi ces témoignages, un retient l'attention de Thomas. Une femme âgée, ancienne employée d'une bijouterie de Rouen, affirme reconnaître l'anneau. Elle se souvient avoir vendu un bijou similaire dans les années 80 à un client régulier, un homme qu'elle décrit comme étrange et perturbant. Elle ne se souvient pas de son nom, mais elle pense que les archives de la boutique pourraient contenir des informations. Malheureusement, la bijouterie a fermé en 2005. Les archives ont été détruites. Thomas ne se décourage pas. Il contacte l'ancien propriétaire de la bijouterie, qui vit désormais en maison de retraite. L'homme, octogénaire, se souvient vaguement d'un client qui achetait régulièrement des pièces anciennes. Il portait toujours un long manteau sombre et ne parlait presque jamais. L'ancien bijoutier fouille dans sa mémoire. Il finit par se rappeler un détail. Cet homme travaillait peut-être pour une entreprise de maintenance d'immeubles. Il l'avait mentionné une fois, en passant, lors d'une conversation. Thomas lance une recherche dans les archives des entreprises de maintenance actives à Rouen dans les années 80. Il en trouve plusieurs. Il épluche les listes d'employés, les contrats de prestation, les fiches de paie. C'est un travail titanesque. Mais au bout de 3 semaines, il trouve un nom qui correspond à André Lefebvre. Un homme né en 1948,
employé comme agent de maintenance entre 1985 et 1992. Il travaillait pour une société qui intervenait régulièrement dans les immeubles du centre-ville, y compris celui de la rue Jeanne d'Arc. Thomas vérifie le casier judiciaire d'André Lefebvre. Rien, pas la moindre infraction. Il consulte les archives fiscales, les registres de l'état civil. André Lefebvre a quitté Rouen en 1993. Il a déménagé dans le sud de la France, à Montpellier. Il y a vécu jusqu'en 2010, date de son décès. Thomas se rend à Montpellier pour interroger les proches de Lefebvre. La plupart sont décédés ou introuvables. Mais il finit par retrouver un neveu qui accepte de parler. Le neveu décrit André Lefebvre comme un homme solitaire, renfermé, qui n'a jamais eu d'enfant ni de relations stables. Il vivait seul dans un petit appartement encombré d'objets anciens. Après sa mort, le neveu a vidé l'appartement et vendu la plupart des affaires, mais il a conservé quelques boîtes dans son garage. Thomas demande à les examiner. Le neveu accepte. Et là, au fond d'une des boîtes, Thomas trouve une enveloppe contenant des photos, des dizaines de photos d'enfants. Des photos prises à leur insu. Les photos découvertes dans les affaires d'André Lefebvre sont glaçantes. On y voit des enfants jouant dans des parcs, des cours d'école, des rues. Tous ont été photographiés à leur insu, souvent de loin, avec un téléobjectif. Les clichés sont classés par année et par lieu. Certains remontent aux années 70, d'autres sont plus récents, datant des années 2000. Thomas Mercier réalise immédiatement qu'il ne tient pas seulement la clé de l'affaire Julien Pierre. Il tient peut-être celle de dizaines d'autres disparitions. Thomas fait analyser les photos par des experts. Plusieurs enfants sont identifiés grâce aux vêtements, aux lieux, aux détails visibles en arrière-plan. Certains ont effectivement disparu dans les années 80 et 90. D'autres sont encore en vie aujourd'hui et n'ont jamais été portés disparus. André Lefebvre n'était pas seulement un kidnappeur, c'était un prédateur méthodique qui surveillait ses cibles pendant des semaines, parfois des mois, avant de passer à l'acte. Et il n'agissait que lorsqu'il était certain de ne laisser aucune trace. Parmi les photos, Thomas trouve un cliché particulier. Il montre l'immeuble de la rue Jeanne d'Arc à Rouen. On y voit Clara Pierre sortir avec Julien dans une poussette. La photo a été prise en octobre 1988, un mois avant la disparition. Au dos, une note manuscrite. 8 mois, berceau bleu, chambre au fond du couloir. André Lefebvre avait tout planifié. Il avait étudié la famille, repéré l'appartement, identifié la chambre de Julien. Il savait exactement où aller et comment agir. Mais comment Lefebvre s'était-il introduit dans l'appartement? Thomas retourne examiner les plans de l'immeuble de la rue Jeanne d'Arc. Il découvre que l'entreprise pour laquelle travaillait Lefebvre avait effectué des travaux de maintenance dans l'immeuble en septembre 1988. Lefebvre avait donc eu accès aux appartements. Il avait probablement fait faire un double des clés pendant sa mission. Il connaissait parfaitement les lieux. Il savait où se cacher. Il savait comment entrer et sortir sans être vu. Le scénario reconstitué par Thomas est terrifiant. Le 14 novembre 1988, André Lefebvre s'introduit dans l'appartement des Pierre en fin d'après-midi, probablement vers 17h, pendant que Clara est partie faire des courses. Il se glisse dans la chambre de Julien et se cache sous le berceau, dans l'espace étroit entre le sol et le sommier. C'est un endroit inconfortable, mais il y reste immobile pendant des heures. Il attend que la nuit tombe. Il attend que tout le monde s'endorme. Il attend le moment parfait. Vers 3 heures du matin, Lefebvre sort de sa cachette. Il soulève délicatement Julien de son berceau. Le bébé ne pleure pas. Peut-être Lefebvre lui a-t-il administré un sédatif léger. Peut-être Julien est-il simplement trop endormi pour réagir. Lefebvre ouvre le verrou de l'intérieur, sort de la chambre, traverse l'appartement sur la pointe des pieds. Il connaît chaque recoin, chaque grincement de plancher. Il sort par la porte d'entrée, qu'il referme sans bruit derrière lui. En quelques minutes, il disparaît dans la nuit avec Julien. Mais que devient Julien après son enlèvement? C'est la question qui hante Clara depuis 30 ans. Thomas tente de reconstituer le parcours de Lefebvre après 1988. Il découvre que Lefebvre quitte Rouen en 1993 et s'installe à Montpellier. Il y vit dans un petit pavillon isolé, entouré d'un grand jardin. Il n'a aucun voisin proche. Personne ne se souvient de lui. Il mène une vie fantomatique. Thomas demande l'autorisation d'effectuer des fouilles dans le jardin de l'ancien pavillon. L'autorisation est accordée en septembre 2018. Les fouilles commencent à l'automne. Une équipe de policiers et d'archéologues investit le terrain.
Ils utilisent des radars de sol pour détecter d'éventuelles anomalies. Au bout de quelques jours, ils trouvent quelque chose. Une zone du jardin présente une densité différente. Les pelleteuses interviennent. On creuse prudemment. À 1 mètre de profondeur, on découvre des ossements. Des petits ossements. Des ossements d'enfants. Les analyses ADN confirmeront plus tard qu'il s'agit bien de Julien Pierre. Clara apprend la nouvelle par téléphone. Elle s'effondre. Pendant 30 ans, elle a espéré retrouver son fils vivant. Elle s'est accrochée à cette illusion. Mais maintenant, la vérité est là, brutale et définitive. Julien est mort. Probablement peu de temps après son enlèvement. Lefebvre l'a tué puis enterré dans son jardin, et il a continué à vivre comme si de rien n'était. Clara ne sait pas si elle doit se sentir soulagée ou anéantie. La vérité, finalement, est pire que l'incertitude. Les fouilles se poursuivent. On découvre d'autres ossements. 3 autres corps d'enfants sont exhumés. 3 autres disparitions jamais élucidées. 3 autres familles qui, comme les Pierre, ont vécu dans l'ignorance pendant des décennies. André Lefebvre était un tueur en série, un prédateur méthodique qui a sévi pendant plus de 20 ans, et personne ne l'a jamais soupçonné. Il est mort paisiblement en 2010, emportant ses secrets dans la tombe. Ou presque. Thomas Mercier décide de rendre publiques toutes les informations sur André Lefebvre, son visage, son parcours, ses méthodes. L'objectif est double, informer les familles des victimes potentielles et empêcher que d'autres affaires similaires restent dans l'ombre. Les médias relaient largement l'information. Plusieurs familles se manifestent. Elles reconnaissent leur enfant disparu sur les photos retrouvées. D'autres enquêtes sont ouvertes. Le nombre de victimes d'André Lefebvre pourrait dépasser la dizaine. Clara accepte de témoigner une dernière fois à la télévision. Elle parle avec une voix brisée. Elle dit qu'elle a passé 30 ans à être accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. 30 ans à vivre dans la honte et la solitude. Elle dit que la vérité, même terrible, est une délivrance. Mais elle dit aussi que cette vérité arrive trop tard pour sauver Julien, trop tard pour sauver son mariage, trop tard pour récupérer les années perdues. La justice a été rendue. Mais la douleur, elle, reste intacte. Le procès symbolique d'André Lefebvre, bien qu'il soit décédé, est organisé en 2019. L'objectif est de reconnaître officiellement ces crimes et de réhabiliter les familles des victimes. Clara et Léa assistent à toutes les audiences. Elles écoutent les témoignages des autres familles. Elles réalisent qu'elles ne sont pas seules dans leur douleur. Des dizaines de personnes ont été brisées par les actes de Lefebvre. Des dizaines de vies ont été détruites. Et personne n'a rien vu. Personne n'a rien dit. L'affaire Julien Pierre devient un cas d'école en criminologie. Elle est étudiée dans les écoles de police, dans les universités. Elle illustre les limites des enquêtes traditionnelles, l'importance des nouvelles technologies et surtout les dégâts causés par les préjugés. Parce que si les enquêteurs de 1988 n'avaient pas focalisé leur attention sur Clara, peut-être auraient-ils trouvé André Lefebvre, peut-être auraient-ils sauvé d'autres enfants. Mais l'histoire ne se réécrit pas. On ne peut que tirer les leçons du passé. Clara retourne vivre à Rouen. Elle conserve l'appartement de la rue Jeanne d'Arc. La chambre de Julien est toujours intacte, mais maintenant elle y entre différemment. Ce n'est plus un sanctuaire de l'espoir. C'est un lieu de mémoire, un lieu où elle peut dire adieu. Elle parle encore à Julien. Elle lui dit qu'elle sait enfin ce qui s'est passé. Elle lui dit qu'elle l'aime. Elle lui dit qu'elle ne l'oubliera jamais. Et pour la première fois depuis 30 ans, elle ferme la porte derrière elle. Léa, de son côté, décide de consacrer sa vie à aider les familles d'enfants disparus. Elle crée une association qui offre un soutien psychologique et juridique. Elle milite pour l'amélioration des protocoles d'enquête. Elle veut que ce qui est arrivé à sa mère ne se reproduise jamais. Elle veut que les familles soient entendues, respectées, soutenues, pas accusées, pas abandonnées. Elle fait de la douleur de sa famille une force pour les autres. L'anneau d'André Lefebvre, celui visible sur la photo, n'a jamais été retrouvé. Il a probablement été vendu ou jeté après sa mort, mais il reste gravé dans les mémoires comme le symbole de cette affaire. Le symbole d'un détail imperceptible qui a changé tout. Un détail qui, pendant 30 ans, est resté caché dans l'ombre d'une photo. Un détail qui a fini par révéler la vérité. Une vérité terrible, mais libératrice. L'affaire André Lefebvre ne s'arrête pas avec la découverte des corps.
Thomas Mercier et son équipe se plongent dans le passé du prédateur pour comprendre comment il a pu agir si longtemps dans l'ombre. Ils découvrent que Lefebvre avait une méthode parfaitement rodée. Il ne choisissait jamais ses victimes au hasard. Il les étudiait pendant des semaines. Il observait les routines familiales, les horaires, les habitudes. Il notait tout dans de petits carnets qu'on retrouve également dans ses affaires. Ces carnets sont une mine d'informations terrifiante. Lefebvre y consignait ses observations avec une précision clinique. Mère sort faire les courses le mardi à 15h. Père rentre du travail à 18h30. Enfant dort dans la chambre du fond. Fenêtre toujours fermée. Porte verrouillée de l'intérieur. Chaque détail était noté. Chaque faille était exploitée. Lefebvre n'était pas un criminel impulsif. C'était un planificateur méticuleux. Un chasseur patient qui attendait le moment idéal pour frapper. Thomas découvre également que Lefebvre utilisait son statut d'agent de maintenance comme couverture parfaite. Il intervenait dans les immeubles pour de fausses réparations, des vérifications inventées. Il se faisait passer pour un employé zélé et discret. Les résidents lui ouvraient leurs portes sans méfiance. Il en profitait pour repérer les lieux, faire des doubles de clés, identifier les enfants. Personne ne soupçonnait l'homme en bleu de travail qui réparait les radiateurs ou vérifiait les compteurs électriques. L'une des découvertes les plus troublantes concerne la période entre l'enlèvement et le meurtre. Les analyses médico-légales révèlent que Julien et les autres enfants retrouvés dans le jardin n'ont pas été tués immédiatement. Lefebvre les gardait en vie pendant quelques jours, parfois une semaine. Il les séquestrait probablement dans son sous-sol. Les ossements présentent des traces de malnutrition et de stress physique intense. Ces enfants ont vécu leurs derniers moments dans la terreur absolue. Thomas tente de reconstituer les derniers jours de Julien. Après son enlèvement dans la nuit du 14 au 15 novembre, Lefebvre l'emmène dans son appartement de Rouen. À l'époque, il vivait seul dans un petit logement du quartier Saint-Sever. Les voisins interrogés rétrospectivement se souviennent d'un homme silencieux qui ne recevait jamais personne. Certains mentionnent avoir entendu des pleurs de bébé pendant quelques nuits en novembre 1988. Mais personne n'a fait le rapprochement. Personne n'a alerté les autorités. Julien meurt probablement le 19 ou le 20 novembre. La cause exacte du décès reste indéterminée. Les ossements ne révèlent pas de traumatisme violent. Il pourrait s'agir d'étouffement, d'empoisonnement ou simplement de négligence fatale. Lefebvre emballe ensuite le petit corps dans un drap et le conserve dans son appartement pendant plusieurs semaines. Ce n'est qu'en décembre, lors d'un déplacement à Montpellier pour visiter un membre de sa famille, qu'il enterre Julien dans le jardin de ce qui deviendra plus tard sa résidence permanente. Cette chronologie explique pourquoi les recherches initiales n'ont rien donné. La police a fouillé le quartier de la rue Jeanne d'Arc, interrogé les voisins, vérifié les poubelles. Mais Julien n'était déjà plus dans le secteur. Il se trouvait à quelques kilomètres de là, dans l'appartement d'un homme que personne ne soupçonnait. Et quand il a été enterré à Montpellier, l'enquête rouennaise piétinait déjà depuis des semaines. Lefebvre avait gagné. Il avait réussi le crime parfait. Thomas s'intéresse également aux autres victimes. 3 autres corps ont été retrouvés dans le jardin de Montpellier. Le premier est celui de Mathilde Durand, disparue à Lyon en 1992. Elle avait 2 ans. Le deuxième est celui de Lucas Bernard, disparu à Toulouse en 1996. Il avait 18 mois. Le troisième est celui de Chloé Martin, disparue à Marseille en 2003. Elle avait 3 ans. Chaque enlèvement présente le même modus operandi, une disparition inexpliquée. Aucune trace d'effraction. Des parents accusés puis blanchis faute de preuves. Thomas contacte les familles de ses 3 enfants. Les retrouvailles sont déchirantes. Comme Clara, ses parents ont passé des années dans l'enfer du doute et de la culpabilité. Comme Clara, ils ont été montrés du doigt, isolés, détruits par les soupçons. Et comme Clara, ils découvrent enfin la vérité. Une vérité qui ne soulage rien, qui ne répare rien, mais qui au moins met un terme à l'incertitude. Ils savent maintenant ce qui est arrivé à leurs enfants. Ils peuvent enfin faire leur deuil. L'enquête révèle également que Lefebvre n'a pas agi seul pendant toute sa carrière. Entre 1998 et 2005, il a fréquenté un cercle de collectionneurs d'objets anciens à Montpellier. Parmi eux se trouvait un homme du nom de Philippe Garnier, antiquaire de profession. Les 2 hommes partageaient certains intérêts, des intérêts malsains. Philippe Garnier est arrêté en octobre 2018. Lors de la perquisition de son domicile,
On découvre des centaines de photos d'enfants, similaires à celles trouvées chez Lefebvre. Garnier nie d'abord toute implication dans les enlèvements. Il prétend que ces photos proviennent de collections d'archives anciennes. Mais face aux preuves accumulées, il finit par craquer. Il avoue avoir aidé Lefebvre à surveiller certaines victimes potentielles. Il avoue avoir fourni des informations sur des familles. Il avoue avoir été présent lors de certains enlèvements. Mais il jure n'avoir jamais touché aux enfants. Il se présente comme un simple complice passif. Thomas ne le croit pas. Les charges retenues contre lui sont lourdes. Le procès de Philippe Garnier s'ouvre en mars 2019. C'est un moment crucial pour les familles. C'est la première fois qu'elles peuvent affronter l'un des responsables de leur malheur. Clara, Léa et les autres familles de victimes assistent à toutes les audiences. Elles écoutent Garnier tenter de minimiser sa responsabilité. Elles l'entendent parler de Lefebvre comme d'un ami qui avait des problèmes. Elles le voient pleurer et demander pardon. Mais aucune excuse ne peut effacer ce qu'il a fait. Garnier est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour complicité d'enlèvement et de séquestration. La peine est lourde, mais pour les familles, elle reste insuffisante. Aucune peine ne pourra jamais compenser la perte d'un enfant. Aucune punition ne pourra jamais réparer les années volées. Mais au moins la justice a été rendue. Au moins, Garnier ne pourra plus nuire. C'est une petite victoire dans un océan de douleur. Pendant ce temps, l'enquête sur André Lefebvre continue. Thomas et son équipe explorent toutes les pistes. Ils reprennent tous les dossiers d'enfants disparus en France entre 1970 et 2010. Ils cherchent des similarités avec le modus operandi de Lefebvre. Ils identifient une dizaine de cas potentiellement liés. Des disparitions inexpliquées, des chambres fermées, des parents accusés à tort. Le schéma se répète. Lefebvre pourrait avoir fait bien plus de victimes que ce qu'on pensait initialement. Thomas lance un appel national. Il demande à toutes les familles d'enfants disparus de se manifester si elles reconnaissent des similitudes avec leur propre affaire. Des centaines de témoignages affluent. Certains sont crédibles, d'autres moins. Mais chaque piste est explorée avec sérieux. Chaque famille mérite des réponses. Chaque enfant mérite d'être retrouvé. Thomas se jure de ne laisser aucune pierre non retournée. Il veut fermer tous les dossiers ouverts par Lefebvre. Il veut offrir la paix à toutes les familles. L'affaire prend une dimension médiatique considérable. Des documentaires sont produits. Des livres sont écrits. Clara et les autres familles sont sollicitées pour des interviews. Certains acceptent, d'autres refusent. Clara, elle, hésite longuement. Elle ne veut pas exploiter la mort de son fils, mais elle veut aussi que son histoire serve. Elle veut que les gens sachent ce qui s'est passé. Elle veut que les enquêteurs futurs apprennent de ses erreurs. Finalement, elle accepte de participer à un documentaire sobre et respectueux. Le documentaire sort en novembre 2019, 31 ans jour pour jour après la disparition de Julien. Il retrace toute l'affaire, de l'enlèvement à la découverte de la photo, en passant par les années de soupçons et la réhabilitation finale. Clara y apparaît dignement. Elle raconte son calvaire sans apitoiement. Elle montre la chambre de Julien, toujours intacte. Elle parle de Jean-Marc, décédé sans connaître la vérité. Elle parle de Léa, qui a grandi dans l'ombre d'un frère fantôme. Elle parle de toutes ces années perdues. Le documentaire connaît un succès immense. Des millions de personnes le visionnent. Des débats s'ouvrent sur les méthodes d'enquête, sur la présomption d'innocence, sur le traitement des familles de victimes. Des associations se créent pour soutenir les parents d'enfants disparus. Des réformes sont proposées pour améliorer les protocoles policiers. L'affaire Julien Pierre devient un symbole de la douleur, mais aussi de la résilience. Un symbole de l'injustice, mais aussi de la rédemption. Clara reçoit des milliers de messages de soutien, des lettres, des emails, des commentaires sur les réseaux sociaux. Des gens du monde entier lui écrivent pour lui dire qu'ils la croient, qu'ils la soutiennent, qu'ils admirent son courage. Pour la première fois depuis 30 ans, Clara se sent comprise. Elle se sent reconnue, elle se sent moins seule. Ces messages ne ramèneront pas Julien, mais ils lui donnent la force de continuer, la force de vivre. 3 ans après la réouverture de l'enquête, en 2021, Thomas Mercier et son équipe annoncent avoir identifié 6 nouvelles victimes d'André Lefebvre. 6 enfants disparus entre 1975 et 2008, dont les corps n'ont jamais été retrouvés, mais dont les dossiers présentent des similitudes troublantes avec les méthodes de Lefebvre. Parmi eux, un petit garçon de 4 ans disparu à Nantes en 1981.
Une fillette de 2 ans disparue à Bordeaux en 1989. Un bébé de 6 mois disparu à Strasbourg en 1994. Pour chacune de ces affaires, les parents avaient été les premiers suspects. Pour chacune, les enquêtes s'étaient enlisées faute de preuves. Pour chacune, les familles avaient été brisées par les accusations. Thomas organise une conférence de presse pour annoncer ses découvertes. Il présente les photos retrouvées chez Lefebvre, montrant ses enfants. Il explique les liens établis. Il demande aux familles de se manifester. Plusieurs d'entre elles le font immédiatement. Les retrouvailles sont bouleversantes. Thomas décide d'organiser une cérémonie commémorative pour toutes les victimes identifiées d'André Lefebvre. La cérémonie a lieu à Rouen, devant le mémorial des enfants disparus, en mai 2021. Toutes les familles sont présentes. Clara, Léa et les parents des autres victimes se tiennent côte à côte. Ils allument des bougies. Ils lisent les noms de leurs enfants. Ils pleurent ensemble. Pour la première fois, ils ne sont plus seuls dans leur douleur. Ils forment une communauté unie par le malheur, mais aussi par l'espoir de justice. La cérémonie est suivie par des centaines de personnes, des anonymes venus témoigner leur soutien, des policiers, des magistrats, des élus. Même le ministre de l'Intérieur se déplace. Il prononce un discours dans lequel il reconnaît les erreurs du passé. Il présente des excuses officielles aux familles pour les années de soupçons injustifiés. Il promet des réformes dans les protocoles d'enquête. Il promet que plus jamais une famille ne sera traitée comme les Pierre l'ont été. Ces mots sont sincères. Mais peuvent-ils effacer 30 ans de souffrance? Clara prend la parole à son tour. Elle parle d'une voix tremblante mais déterminée. Elle remercie Thomas Mercier pour son travail acharné. Elle remercie toutes les personnes qui les ont soutenus. Elle parle de Julien, de l'enfant qu'il aurait pu devenir. Elle parle de Jean-Marc, qui n'a pas vécu assez longtemps pour voir la vérité éclater. Elle parle de toutes les victimes de Lefebvre, et elle lance un appel, que leur histoire serve de leçon, que plus jamais on accuse sans preuve, que plus jamais on ne détruise des innocents. Après la cérémonie, les familles se réunissent dans un lieu privé. Elles partagent leurs histoires, leurs douleurs, leurs espoirs. Elles découvrent qu'elles ont toutes vécu les mêmes épreuves, les mêmes regards accusateurs, les mêmes murmures dans le dos, les mêmes nuits d'insomnie, les mêmes questions sans réponse. Elles réalisent qu'elles forment une fratrie tragique, une fratrie qu'elles n'auraient jamais voulu rejoindre, mais qui existe désormais. Et dans cette fratrie, elles trouvent un soutien inestimable. Clara et les autres familles décident de créer une fondation en mémoire de leurs enfants. La fondation Julien Pierre et les enfants oubliés. Son objectif est triple: soutenir les familles d'enfants disparus, financer la recherche en criminologie et en médecine légale, et militer pour l'amélioration des protocoles d'enquête. La fondation reçoit immédiatement de nombreux dons. Des particuliers, des entreprises, des célébrités apportent leur soutien. En quelques mois, la fondation devient une référence nationale. Léa devient la directrice opérationnelle de la fondation. Elle y consacre tout son temps. Elle organise des conférences, des formations pour les forces de l'ordre, des groupes de soutien pour les familles. Elle rencontre des législateurs pour proposer des lois visant à mieux protéger les enfants et à mieux accompagner les familles. Son énergie est inépuisable. Elle porte en elle la douleur de sa mère et la mémoire de son frère. Elle transforme cette douleur en action, en changement. Parallèlement, Thomas Mercier continue ses investigations. Il cherche à comprendre comment Lefebvre a pu passer inaperçu si longtemps. Il étudie son parcours, son enfance, sa personnalité. Il découvre que Lefebvre a lui-même été victime de maltraitance dans son enfance, qu'il a grandi dans un environnement violent et négligent, qu'il a développé très jeune des comportements déviants. Mais ces éléments n'excusent rien. Ils expliquent, mais peut-être, mais ils n'excusent pas. Des milliers de personnes vivent des enfances difficiles sans devenir des monstres. Thomas s'intéresse également aux défaillances du système qui ont permis à Lefebvre d'agir impunément. Comment un homme avec un tel profil a-t-il pu travailler au contact des familles pendant des années? Pourquoi personne n'a jamais vérifié son passé? Pourquoi les signalements de voisins n'ont-ils jamais été pris au sérieux? Les réponses sont multiples. Manque de moyens, absence de coordination entre services, protocole inexistant à l'époque. Mais ces raisons ne suffisent pas. Il faut faire mieux. Il faut protéger les enfants. En 2022, une nouvelle loi est votée en France. La loi Julien Pierre. Elle impose des vérifications systématiques pour toute personne amenée à travailler au contact des enfants.
Elle renforce les obligations de signalement pour les professionnels. Elle crée une cellule nationale de coordination des disparitions d'enfants. Elle améliore le soutien aux familles de victimes. C'est une victoire symbolique importante. Le nom de Julien est désormais associé à une avancée législative. Sa mort n'aura pas été totalement vaine. Clara assiste à la promulgation de la loi. Elle serre la main des parlementaires. Elle sourit tristement. Elle sait que cette loi ne ramènera pas Julien. Elle sait qu'elle arrive trop tard pour lui, pour Mathilde, pour Lucas, pour Chloé, pour tous les autres. Mais elle sait aussi que cette loi sauvera peut-être d'autres enfants, qu'elle épargnera peut-être d'autres familles. Et c'est déjà beaucoup. C'est même énorme. C'est un héritage de douleur, mais aussi d'espoir. Les années passent. Clara vieillit. Léa se marie et a des enfants. La vie continue malgré tout. Mais Julien reste présent dans chaque instant, dans chaque souvenir, dans chaque action de la Fondation, dans chaque enfant sauvé. Il est devenu un symbole, le symbole de tous les enfants disparus, le symbole de toutes les familles brisées, le symbole de toutes les injustices réparées. Son nom résonne dans les médias, dans les tribunaux, dans les écoles de police. Clara retourne régulièrement dans la chambre de Julien. Elle s'assoit dans le fauteuil près du berceau. Elle regarde les murs décorés de dessins d'enfants. Elle touche les jouets restés à leur place. Elle ferme les yeux et imagine ce que Julien aurait pu devenir. Un homme de 40 ans aujourd'hui, peut-être père de famille, peut-être ingénieur, comme il le rêvait quand il était tout petit, peut-être simplement heureux. Tous ces possibles envolés en une nuit de novembre. Mais Clara n'est plus la femme brisée de 1988. Elle a traversé l'enfer et en est sortie différente, plus forte, plus déterminée. Elle a transformé sa douleur en combat, son malheur en mission. Elle a refusé de rester victime. Elle est devenue actrice. Elle a changé les choses. Et si elle pouvait parler à Jean-Marc aujourd'hui, elle lui dirait qu'elle a tenu le coup, qu'elle n'a pas abandonné, qu'elle a fait honneur à la mémoire de Julien. Elle espère qu'il serait fier d'elle. Thomas Mercier, lui, a reçu plusieurs distinctions pour son travail sur l'affaire Lefebvre, mais il refuse de se considérer comme un héros. Il dit qu'il n'a fait que son travail, que la vraie héroïne, c'est Clara. C'est elle qui a survécu à 30 ans de cauchemar. C'est elle qui a trouvé la force de continuer. C'est elle qui a transformé sa tragédie en espoir pour les autres. Thomas garde dans son bureau une photo de Julien, pour ne jamais oublier, pour ne jamais baisser la garde. L'affaire André Lefebvre reste aujourd'hui l'une des plus marquantes de l'histoire criminelle française. Elle est enseignée dans les académies de police. Elle est analysée dans les cours de psychologie criminelle. Elle est citée en exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans une enquête. Mais surtout, elle est un rappel que derrière chaque dossier, il y a des vies, des familles, des douleurs, et que la justice doit servir les victimes avant tout. En 2025, la Fondation Julien Pierre célèbre son 3e anniversaire. Elle a aidé plus de 200 familles. Elle a financé une dizaine de projets de recherche. Elle a contribué à la résolution de plusieurs affaires d'enfants disparus. Clara est présente à l'événement anniversaire. Elle est entourée de Léa, de ses petits-enfants, des familles qu'elle a aidées. Elle regarde tous ces visages et elle réalise que Julien vit encore. Pas physiquement, mais dans chaque action de la Fondation, dans chaque enfant retrouvé, dans chaque famille soutenue. L'histoire de Julien Pierre est celle d'un crime impossible devenu possible, celle d'une injustice réparée trop tard, celle d'une mère détruite, puis reconstruite. Pendant 30 ans, Clara Pierre a vécu dans l'ombre du soupçon. Pendant 30 ans, elle a été accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis, et pendant 30 ans, elle a refusé d'abandonner. Elle a maintenu la chambre de son fils intacte. Elle a continué à chercher la vérité. Elle a continué à croire qu'un jour, justice serait rendue. Cette justice est finalement venue d'un endroit inattendu, d'une simple photographie prise la veille du drame, une image floue, mal cadrée, que personne n'avait regardée attentivement pendant 3 décennies. Mais les technologies modernes ont révélé ce que l'œil humain ne pouvait pas voir. Dans l'ombre sous le berceau de Julien, il y avait une main, un visage, un monstre qui attendait patiemment le moment de frapper. André Lefebvre était là, invisible, insoupçonnable. Et il a volé Julien à sa famille. La découverte de cette photographie a tout changé. Elle a prouvé que Clara disait la vérité, qu'il y avait bien eu quelqu'un dans l'appartement cette nuit-là, qu'elle n'était pas folle,
qu'elle n'était pas coupable. Après 30 ans d'humiliation et de solitude, Clara a enfin été lavée de tout soupçon. Mais cette réhabilitation ne lui a pas rendu son fils. Elle ne lui a pas rendu son mari, mort avant de connaître la vérité. Elle ne lui a pas rendu ses années perdues. La justice est venue, mais elle est venue trop tard pour réparer l'irréparable.